la TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté internationale célèbre ce 10 décembre 2022 la journée des droits de l'homme, des droits humains qui se heurtent aux défis sécuritaires ces dernières années, soit 14 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet instrument juridique répond-il aux défis sécuritaires de l'heure? Question-réponse en début d'édition. La finance verte, autre sujet à aborder, elle était au cœur des travaux de la 5e édition des Financial Africa Awards. Un panel de haut niveau y était consacré pour permettre au continent africain de tirer parti des opportunités offertes par la finance verte. Des précisions à suivre dans cette édition. Et puis, Mode Fashion Kavelit crée l'événement après 20 ans de carrière dans la mode. La première édition du Kavelit Fashion Show, un défilé inédit à suivre en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. La Déclaration universelle des droits de l'homme, un document clé qui a marqué l'histoire des droits humains, soit 14 ans après son adoption, cet instrument de protection répond-il toujours aux défis sécuritaires de ces dernières années? Des réflexions sont menées sur le sujet à l'occasion de la célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Dodo Wari. La Déclaration universelle des droits de l'homme a fait ses preuves, mais de nouvelles réalités rattrapent les États. Augmentation des actes de violence, conflits intercommunautaires, terrorisme, crise climatique, des défis qui interpellent. Entre garantir les droits humains et assurer la sécurité des populations, acteurs étatiques et non étatiques cherchent le point de convergence. L'exercice auquel nous sommes appelés est de voir, à l'aune des difficultés sécuritaires, quelles sont les différentes stratégies, aussi bien par rapport aux acteurs étatiques que non étatiques, les différentes stratégies à déployer, de sorte que droits de l'homme puissent rimer avec défis sécuritaires, c'est-à-dire au même moment que nous avons à l'esprit la protection des droits de l'homme, qu'on n'oublie pas non plus que la sécurité doit être démise. À travers ces réflexions, les politiques, les programmes seront questionnés de sorte à pouvoir identifier de meilleures solutions, de meilleures approches pour mieux aborder à la fois la question des droits de l'homme et la question sécuritaire dans une dynamique de mieux protéger les populations. Et pour le bien de la population, aucun aspect des droits de l'homme ne doit être négligé, surtout dans le contexte sécuritaire. Le message des Nations Unies sur la Journée internationale des droits de l'homme en dit long. En ces temps difficiles, nous devons raviver notre engagement en faveur de tous les droits humains, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. J'invite instamment les États membres à placer les droits humains au cœur de l'action menée pour inverser les tendances destructrices que nous connaissons actuellement. Pour le ministre Kokoroko, le Togo a su prendre de l'avance sur différentes crises. Le pays s'arme davantage pour que chaque individu soit protégé. La réalité voudrait que l'État se réarme et s'adapte aux menaces vécues. Et je crois qu'à l'heure de ces restructurations, le Togo s'en sort bien. Et vous voyez, l'idée de la permanence a interpellé le gouvernement togolais et surtout le président de la République qui, de façon assez proactive, a mis en place l'opération Condouaré. Et donc, nous n'avons pas attendu des décharges terroristes avant de nous réveiller. Même en cette période assez trouble, le gouvernement togolais reste un fidèle
promoteur et protecteur des droits de l'homme. Prochain pas à franchir, faire en sorte que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'aligne sur les priorités sécuritaires du pays. Déjà, le Togo y travaille. On s'intéresse à présent aux droits de la femme. Les violences à l'égard de cette frange de la population préoccupent les associations Cœur solidaire et Femmes d'Action. Elles ont organisé un forum sur le sujet à l'occasion de la célébration justement de la Journée internationale des droits de l'homme. La rencontre marque l'apothéose des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Christine Peteki-Aloudé. Les violences basées sur le genre, de réels problèmes dans les communautés. Une femme sur 10 au niveau mondial y est exposée. Et ces violences sont devenues, dans la plupart des cas, des armes de guerre, de véritables armes de guerre. C'est quoi? C'est les viols, hein? C'est tous les enlèvements, la violence de l'enlèvement, la violence de la détention, la violence du viol lui-même, et maintenant la violence de l'avortement forcé. Ça veut dire qu'à un moment, la femme n'a même plus le choix. Ces violences ne sont pas une fatalité. Les associations Cœur solidaire et Femmes d'Action mobilisent leur énergie aux côtés du gouvernement dans cette lutte. Le Café Genre est un cadre de réflexion pour ajuster les stratégies pouvant aider les victimes à briser le silence. C'est au quotidien que les femmes comme les hommes, mais surtout les femmes et les filles subissent. Et on se rend compte que ce fléau, malheureusement, malgré les efforts qui sont faits, surtout dans notre pays, leur impact sur le comportement, le changement des mentalités, des comportements, peine encore à se concrétiser. Et nous nous disons que c'est un devoir, une responsabilité pour chaque citoyen, là où il est, à la maison, à l'école, en entreprise, même dans les églises. Chacun à son niveau doit prendre ce combat à cœur. Ce n'est pas un combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes pour les femmes. Ça doit être un combat de nous tous. Le PNUD est aux côtés des deux associations dans cette lutte. Les violences basées sur le genre, selon le système des Nations Unies, sont des violations des droits humains. Pour nous, aux Nations Unies, c'est la tolérance zéro aux violences basées sur le genre. Nous avons la responsabilité d'accompagner les États, de soutenir les interventions des gouvernements, des organisations de la société civile pour plus d'informations, de conscientisation vers la population et encourager la participation des femmes comme étant un élément important pour lutter contre les VBG. À travers ces signatures, chacun s'engage ainsi dans la lutte pour la réduction des inégalités basées sur le genre. Le Café Genre marque l'apothéose des 16 jours d'activisme contre ces violences lancés au niveau mondial. Et justement, 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, 16 jours d'intenses activités pour amener les femmes victimes de violences à briser le silence. Plus question de se taire, vous le verrez. Ces femmes sont invitées à faire le pas pour se prémunir contre les conséquences liées à ce fléau. Abidé Nyasingbe. À bout des violences faites aux femmes, il faut pour moi briser le silence. Il faut en parler. Il faut en parler, les nommer, auteurs et complices des violences faites à l'égard des femmes et des filles. À ce dernier jour de la campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre, elles sont plus d'une cinquantaine à dire désormais oui à la dénonciation. Oui, on a été voir un centre d'écoute et grâce à Dieu, on a pu trouver une solution et aujourd'hui ça va. Chaque année, elles sont plus de 700 millions de femmes à subir des violences de toutes formes dans le monde. Pour prévenir et lutter contre les conséquences de ce fléau sur les victimes, le Togo met en place plusieurs mécanismes. Nous avons par exemple les centres d'écoute, nous avons les lignes vertes qu'on peut toutefois appeler 24 heures sur 24, et notamment le 10-11 et le 82-84. Et nous avons les centres, le One Stop Center, sur toute l'étendue du territoire. Le gouvernement a renforcé l'arsenal juridique ces derniers temps pour corser les auteurs et les victimes. 50 femmes victimes reçoivent chacune une enveloppe de 50 000 francs CFA pour renforcer leur activité économique.
Vers une assurance maladie universelle au Togo, l'Institut national d'assurance maladie Seattle, l'INAM digitalise donc ses services d'enrôlement, de paiement des cotisations au profit des adhérents du secteur informel. Ce vendredi, les professionnels des médias étaient conviés à une rencontre de partage d'informations sur le dispositif Assurance Tontine, une plateforme dédiée aux artisans et opérateurs économiques du secteur informel. Arnold Kilio. Plus de possibilités. Dispositif Assurance Tontine, c'est le tout nouveau produit INAM pour l'accès essentiel aux soins de santé des populations. La plateforme est spécialement conçue pour les inscriptions et les paiements en ligne des opérateurs du secteur informel. Le front office, l'accueil, les guichets de l'INAM sont transportés dans les ménages, dans les ateliers, dans les marchés, ce qui permet aux gens, sans se déplacer, de réaliser les opérations avec l'INAM. Le deuxième volet de ce dispositif, c'est la promotion de la fonction des agrégateurs. Les agrégateurs, c'est ceux-là qui ont reçu une autorisation du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir collecter l'épargne auprès des populations. Et aujourd'hui, le profil le plus indiqué pour être agrégateur, c'est soit on a une mutuelle qui est reconnue comme telle et qui fait ces opérations, ou bien les institutions de microfinance. Les responsables de l'INAM mettent ainsi les médias à contribution pour une large diffusion avant l'effectivité du dispositif Assurance Tontine d'ici janvier 2023. Il nous revient, en tant qu'hommes de médias, de sensibiliser la population à travers nos écrits, à travers nos émissions, qu'aujourd'hui, lorsque la plateforme sera opérationnelle, point besoin de se déplacer pour aller payer sa cotisation. J'ai posé mes questions et les préoccupations étaient bien répondues. Depuis 2021, le cadre légal institué renforce les prérogatives de l'INAM pour étendre la couverture maladie à toutes les couches sociales de la population. Un pari que tente de gagner l'institution d'assurance maladie au Togo. 40e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ce samedi. C'est un instrument juridique qui régit les relations entre les pays sur les questions relatives aux océans. L'événement a été commémoré en avance à Lomé. Tchazinambaga. La Grande Bleue, dans son immensité, n'échappe pas au droit. La loi s'est invitée dans les eaux marines pour gérer le conflit et garantir l'exercice paisible de la souveraineté des États. Elle a pris la forme d'une convention, celle des Nations Unies sur le droit de la mer. Adoptée en 1982 à Montego Bay en Jamaïque, c'est un instrument juridique qui décrit les droits et les responsabilités des pays en ce qui concerne l'utilisation des océans, des fonds marins et de leurs ressources, ainsi que la protection de l'environnement océanique. Cela fait donc 40 ans que cette convention, véritable constitution des mers et des océans, assure l'utilisation pacifique des ressources maritimes au service de l'économie internationale. Un jubilé d'émeraude célébré ce 10 décembre 2022 par la communauté internationale. Ces assises, initiées par le Haut Conseil pour la mer, se tiennent en prélude à cet événement. Les échanges portent sur le thème « 40 ans après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, acquis et perspectives au Togo ». Les acquis, c'est déjà la mise en œuvre de cette convention et son application déjà a permis l'adoption par le Togo d'un certain nombre d'instruments juridiques importants. Et il y a deux éléments d'application importants, ces aspects textes juridiques qui sont des éléments normatifs, mais il y a également des aspects institutionnels qui sont importants et notamment le Haut Conseil de la mer. C'est un élément important dans la mise en œuvre d'une convention. Outre les acquis, les travaux abordent aussi les perspectives. Ici, les ambitions maritimes du Togo qui misent sur l'économie bleue pour relancer sa croissance et la question de délimitation des frontières maritimes entamées depuis 2017 entre le Togo et ses voisins, le Bénin et le Ghana, sont prises en compte. L'accord de délimitation doit être réalisé de manière à aboutir à une solution équitable. Donc, chaque cas de délimitation est particulier et le Togo a un ensemble d'éléments
à faire valoir avec ces deux États voisins pour aboutir, dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, à une solution véritablement équitable. Le gouvernement veut aujourd'hui assurer le développement de ce pays et ce développement doit prendre en compte aussi bien le milieu terrestre que le milieu marin. Et vous savez également que le milieu marin comporte beaucoup de ressources. Et donc pour que le Togo ait une certaine liberté pour exploiter ces ressources de façon à ce que les populations puissent bénéficier des dividendes de ces ressources, il faut que le Togo ait une maîtrise de cette zone. Il faut développer véritablement des ambitions en matière de transport. Il faut également développer des ambitions en matière de préservation des ressources, en matière de sécurisation des ressources. Et voilà donc un certain nombre d'ambitions que le Togo veut déployer sur le milieu marin. Le Togo a ratifié la Convention en 1985. L'organisation en 2016 du sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique, qui a abouti à la signature de la Charte de Lomé, participe de la volonté du Togo de respecter ses engagements vis-à-vis de cette convention. Acteurs, juristes et universitaires sont appelés à apporter leur contribution pour une meilleure mise en œuvre de cette convention au Togo. L'actualité ce soir, c'est aussi ces échanges entre la chef du gouvernement Victoire Toméga-Dogbé et Ange Trabi. Ce dernier est commissaire général rencontre pays RH-MAG. Il est allé présenter au Premier ministre les conclusions sur les réflexions tenues à Lomé sur le renforcement du capital humain. Arnold Kilio. L'Afrique a besoin des financements, des innovations, mais également du capital humain dynamique pour conduire les projets et programmes de développement. C'est l'essentiel des réflexions menées à Lomé du 1er au 2 décembre 2022 sur le capital humain, dont les conclusions ont été ici présentées à Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé par Ange Trabi, commissaire général rencontre pays RH-MAG. Les échanges ont été élargis à la feuille de route gouvernementale. Il était important pour nous de ne pas se remettre les actes de nos réflexions à Madame le Premier ministre et en profiter pour faire un plaidoyer qui d'ailleurs entrait très bien dans le cadre des actions prioritaires du gouvernement, comme elle a eu à nous le dire. Nous sommes passés lui présenter nos civilités et l'un des axes importants qui est ressorti de cette entrevue, c'est de voir dans quelle mesure nous puissions bâtir ensemble un vaste programme d'éducation financière, de sorte à ce que les Togolais soient à l'aise dans la tête lorsqu'ils sont dans les organisations, lorsqu'ils sont dans les entreprises. Comment est-ce qu'au niveau des PME, avant de promouvoir la PME, avant de promouvoir la start-up, il faut créer même l'entrepreneur? Les PME, PMI ont besoin de mentors pour pouvoir accompagner véritablement les États dans leur ambition de développement économique. Pour le RH-MAG, cela passe nécessairement par un programme d'éducation financière des jeunes afin de relever les défis des entreprises. Autre sujet d'actualité ce soir à la finance verte. Un panel sur le sujet est inscrit au programme de la 5e édition des Financial Africa Awards. Économistes, banquiers et hommes d'affaires ont échangé sur le sujet. Il est question de rechercher les voies et moyens pour permettre à l'Afrique de tirer profit des opportunités qu'offre la finance verte. Carmen Madi Akakbo. C'est un panel de haut niveau sur la finance verte. Un nouveau paradigme sur lequel le continent devrait compter pour accélérer son développement. Les débats tournent autour de la structuration de la finance verte en Afrique. Pour certains panélistes, la priorité est de renforcer la sécurité alimentaire afin d'accroître la prospérité économique. Donc la finance verte, c'est l'ensemble des mécanismes financiers qui permettent d'accompagner le financement de l'adaptation et de l'atténuation des conséquences du changement climatique sur nos économies. La finance verte sont des choses concrètes, c'est le développement et le financement par exemple de centrales solaires, c'est qu'elles soient connectées au réseau, qu'elles soient non connectées au réseau, et donc l'accès à l'énergie est bien évidemment un sujet universel. C'est également la conservation et la protection des environnements naturels, et ce sont des choses qui sont créatrices d'emplois, créatrices de valeur ajoutée dans les économies locales. D'autres soutiennent que la promotion de la croissance verte sur le continent implique une réponse aux défis de développement actuels et futurs. Nous devons
de nous adapter à la finance verte parce qu'elle va contribuer à réduire les dommages qui sont causés à l'environnement. Elle va contribuer à réduire les dégâts qui sont causés et qui détruisent des vies et qui détruisent l'écosystème et qui détruisent l'environnement. Et parce que c'est comme une guerre, c'est comme le Covid. La finance verte également est une solution à cette guerre écologique, à cette guerre environnementale que nous devons livrer pour protéger notre environnement parce que c'est notre cadre de vie. Les économistes les plus radicalistes estiment que les préoccupations qui concernent le financement du climat ne sont pas les mêmes que dans les pays industrialisés. L'Afrique, souligne-t-il, devrait se préoccuper à mobiliser ses ressources internes au lieu de s'aventurer à mobiliser des fonds d'investissement. C'est une opportunité, mais une condition, c'est qu'il ne faut pas qu'on subisse le diktat des pays développés qui polluent l'environnement. Notre contribution à la pollution de l'environnement est très faible. Finalement, on nous demande de payer pour les autres, et les autres ne veulent pas payer pour nous. Et donc, la question pour l'Afrique, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas faire notre développement avec les ressources dont nous disposons, avec un agenda qui est imposé par les autres. Donc c'est bien sûr protéger nos environnements, mais pas qu'on ne nous impose pas un agenda qui n'est pas le nôtre, tandis que dans le même temps, les pays développés continuent de polluer et font des promesses de financement de nos économies qu'ils ne respectent pas. Donc c'est un enjeu pour l'Afrique. Pour les experts, il faut à tout prix trouver des moyens de diversifier les sources de financement du climat. Aujourd'hui, en Afrique, 80% des sources de financement du climat proviennent des entités publiques. Il y a une immense opportunité d'accroître le montant du financement climatique par le biais du secteur privé. À l'étranger, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes ayant échappé au massacre du 29 novembre dernier vivent dans des conditions déplorables. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres à pied pour se mettre à l'abri après cette attaque attribuée aux rebelles du M23. Et selon l'ONU, au moins 131 civils ont été exécutés ce jour-là par le M23. Le camp de déplacés de Mongoté dans la localité de Kishanga dans le territoire de Massissi dans l'est de la RDC. Plusieurs personnes ayant échappé au massacre de Kishishi du 29 novembre attribué aux rebelles du M23 s'entassent ici. Nous croyons que cette guerre ne devrait concerner que l'armée et le M23. Et quand les rebelles sont arrivés à Kishishi, ils ont tué des civils. Ils nous inquiètent car ils veulent prendre nos terres. Environ 4000 ménages ont posé récemment leurs valises à Kishanga alors que la localité abritait déjà 40 000 familles arrivées depuis des années lors des précédentes offensives du M23. Ces infortunés décrivent des conditions de vie insoutenables. Dans le camp, nous vivons dans des conditions difficiles. Les gens meurent de faim. Nous vivons dans de petites maisons de famille de 5 à 6 personnes, les enfants et leurs parents tous ensemble. Ils n'ont nulle part où aller. Face à ce calvaire, les déplacés tentent de trouver leur salut dans la foi. Alors que les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale tardent à être entendus. Retour en page nationale, des journalistes des États membres de la CEDEAO ont suivi à Abuja, au Nigeria, une formation sur l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Une formation des journalistes pour amener ces hommes et femmes de médias à mieux comprendre et maîtriser ces accords afin de faciliter leur reportage en la matière. Note de satisfaction des journalistes à l'issue des travaux. Clarisse Aticlet. 5 jours de discussion et de partage d'expériences sanctionnés par des certificats. Les journalistes des États membres de la CEDEAO, désormais aptes à faire des plaidoyers en matière de commerce.
à Abuja, en République du Nigeria. Ils ont été formés pour promouvoir et faciliter le dialogue régional multipartite sur les questions liées aux politiques commerciales régionales et aux accords commerciaux, notamment l'accord sur la facilitation des échanges commerciaux AFE et l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Des connaissances que ces journalistes entendent utiliser à bon escient. Le rôle des médias et plus précisément des journalistes est donc déterminant pour progresser dans les domaines du commerce et de l'intégration sous-régionale. La CEDEAO et la GIZ y mettent un point d'honneur pour l'élimination des contraintes identifiées dans la mise en œuvre des politiques et accords commerciaux de l'espace, notamment l'AFE et la ZLECAf. Il y a cette volonté non seulement d'échanger ensemble, mais quand on échange, il faudra établir des règles. La mise en place de ces différentes règles feront que le manque de l'un peut être comblé par le surplus de l'autre. Et c'est dans ce chemin que les pères fondateurs, les aînés, ont eu non seulement à passer à avoir ces 15 États, malgré les niveaux de développement économique différents de ces 15 États, trouver un accord, une complémentarité, et il y a un mot qui est là fondamental dans le cadre de ce processus qu'on appelle la solidarité. Déjà, un réseau ouest-africain des journalistes pour la mise en œuvre de la ZLECAf, en abrégé Road to ZLECAf, a été mis en place. Il sera chargé d'assurer la communication active et continue autour de la ZLECAf dans les pays membres et surtout dans la sous-région ouest-africaine. Dans l'actualité également, l'examen pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable financière 2022 de l'UEMOA a démarré ce lundi. 87 candidats venus de 10 pays d'Afrique sont à la quête de ce diplôme et à l'issue des évaluations, 45 parmi eux ont réussi. La remise d'attestation, c'était ce vendredi. Elia Bagnadao. Ils décrochent leur diplôme après 8 ans d'études en expertise comptable financière. 45 nouveaux experts comptables sur les 87 intègrent ainsi l'ordre des experts comptables de la sous-région ouest-africaine. Un grand soulagement pour ces derniers qui comptent mettre leurs connaissances au profit de la communauté. Il y a une panoplie de missions qui attendent l'expert comptable. C'est d'être en fin de compte utile à la communauté. Être utile aux entreprises, ce n'est pas un parcours facile du tout. C'est vraiment un sentiment de soulagement, de gratitude à l'égard de tous ceux qui nous ont aidés. Les efforts ont produit un fruit. Ces experts comptables qui permettent aux entreprises d'être mieux gérées, mais surtout d'être mieux gouvernées. C'est vraiment une très grande joie parce que nous avons des résultats qui s'améliore. L'expertise comptable est un métier de prestige qui nécessite une formation de qualité. Pour le président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Togo, ONECA, il s'agit d'asseoir une compétence en expertise comptable dans la sous-région. Nous luttons contre l'exercice illégal de la profession, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas experts comptables et qui se proclament experts comptables. Donc, si nous avons un qui réussit à cet examen, c'est une joie pour la profession. À faire venir nos frères qui veulent exercer cette profession, à passer par la voie normale, la voie légale, qui n'est que le diplôme. C'est qu'avec le diplôme que vous pouvez prétendre être expert comptable. C'est la première fois que nous avons eu un taux de réussite aussi élevé pour ce diplôme. Donc c'est une grande joie que ça se passe au Togo pour une première fois. Le cursus pour le diplôme d'expertise comptable existe il y a de cela 22 ans. La 22e promotion porte le nombre à 167. Les candidats viennent de 10 pays de l'Afrique. Ils ont été appelés à faire preuve de professionnalisme. Faciliter la libre-échange telle que voulue par la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Plus de 1500 km de routes seront construits pour relier les 5 pays le long du corridor Abidjan-Lagos. C'est dans le cadre du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos lancé en 2014. Les travaux démarrent bientôt, mais déjà les acteurs concernés évaluent l'état d'avancement du projet. Clarisse Aticlet. Développer les infrastructures routières reliant les pays le long du corridor Abidjan-Lagos, la CEDEAO s'y est engagée depuis 2014. Le projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, mis en place à cet effet, est périodiquement évalué par le comité ministériel de pilotage.
L'état de la mise en œuvre du projet fait encore objet d'échanges à la 17e session ordinaire à Lomé. L'étude de faisabilité terminée et cette étude a pu démontrer que ce projet est viable économiquement et rentable financièrement. Et maintenant, nous sommes à l'entame de faire des études détaillées d'exécution. Nous avons déterminé l'itinéraire complet et nous sommes aussi sur d'autres desiderata, genre comment compenser les zones traversées et comment tout ce qui est étude d'impact environnemental et social, et aussi la mise en place ou l'opérationnalisation d'une autorité qui est créée, qui s'appelle Autorité de gestion de l'autoroute Abidjan-Lagos. Tout ça, ça sera discuté. Les conclusions de la dernière réunion du comité de pilotage tenue à Abuja au Nigeria seront particulièrement examinées ici pour ainsi baliser la voie à la concrétisation de ce projet sous-régional dont l'ambition est de faciliter les échanges commerciaux le long du corridor. Nous sommes à l'étape de la conclusion et de présentation des détails financiers du projet. Nous avons beaucoup progressé dans la libération des voies, par exemple au Nigeria. Le Nigeria a même déjà démarré les travaux de construction de l'autoroute du corridor. De la Côte d'Ivoire au Ghana, en passant par le Togo et le Bénin, pour déboucher au Nigeria, il est question de créer un schéma optimal qui améliorera la compétitivité des économies. Plus de 1050 km d'autoroutes seront donc construites pour relier ces pays. C'est une grande autoroute qui permettra de faciliter les échanges, d'améliorer le trafic. La réalisation du grand contournement a soulagé de peu la côtière. Lorsque vous quittez le Ghana et que votre destination c'est Lagos, ce n'est pas la peine de passer par Lomé. Vous prenez le grand contournement et c'est vraiment le trafic est aisé là-bas et c'est pour faciliter les échanges dans le cadre de l'intégration régionale. Le projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement BAD et de l'Union européenne. En bref, les fashionistas de la mode togolaise et africaine se sont retrouvés pour célébrer la mode. La première édition de la Cave Elite Fashion Show a tenu toutes ses promesses. 20 ans d'expérience, 20 ans de carrière célébrés en une soirée et nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Triste nouvelle en République démocratique du Congo, la chanteuse Tchala Mwela, âgée de 64 ans, est morte ce samedi. Ces 30 dernières années, l'artiste a fait danser tout un pays, voire tout un continent. Elle laisse un héritage musical sans pareil, avec notamment le titre « Cicatrice d'amour ». Découvrons et redécouvrons l'artiste dans son art. Qu'elle repose en paix. Retour en page nationale, le corps du Christ se réunit demain dimanche pour la journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'est la 10e édition cette année. Filles et fils du pays, avec à leur tête les premiers dirigeants, vont prier et remercier Dieu pour sa bonté, sa protection et sa faveur sur le Togo. Un avant-goût de ce rendez-vous spirituel.
Bref, la préfecture de Kpélé était en fait, elle a célébré la fête traditionnelle Évemozan ou fête du riz. L'apothéose de cette manifestation s'est déroulée à Kpélé-Goudévé en présence de Madame le Premier ministre chef du gouvernement, Victoire Tombéga Dogbe, représentant du chef de l'État qui avait à ses côtés la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Dibodi Tchegan. Et nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos éditions ultérieures. Et vous suivrez tout à l'heure en direct à partir de 21h sur votre chaîne, la télévision togolaise, l'élection Miss Togo 2023. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise.